Professeur Didier Raoult, la semaine dernière, vous nous avez dit que malgré les morts causées par le Covid, celui-ci n'a pas eu d'effet sur l'espérance de vie en France ou dans d'autres pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Voilà, moi je vous conseille, je vous ai déjà parlé de ce site, qui est un site qui est très important, qui est le site de Euromomo. Voilà. Euromomo, c'est un nom un peu fantasque, ça collecte toutes les données de l'Union européenne et les pays périphériques, y compris s'ils sont sortis de l'Union européenne, comme la Grande-Bretagne, et ça évalue le nombre de morts officiels. Bien sûr, c'est pas moi. Moi, je présente que des données qui sont des données officielles et je ne parle que de celles que je comprends. Je ne parle pas de choses que je comprends pas. Je ne m'exprime pas sur tous les sujets à la fois. Parce que mon opinion n'a pas plus de valeur que celle de n'importe qui, donc je ne vois pas pourquoi je la donnerais. Et donc vous voyez ici ce qui se passe année après année. Là, malheureusement, ça commence qu'en 2017, mais vous voyez, bien sûr, il y a des vagues de fond qui sont que l'hiver, on meurt plus que le reste de l'année, et que régulièrement, il y a des pics qui sont saisonniers, qui correspondent aux infections saisonnières que l'on connaît. Donc vous voyez, par exemple, en 2018, bien que ça n'ait rien à voir, eh bien, vous aviez ici, dans cet épisode, eu 86 000 morts, ici, dans cet épisode, 91 000 morts, mais pour vous orienter, on vous met la ligne de base ici qui est en bleu, et la ligne rouge qui compte ce qu'on appelle les écart-types, c'est-à-dire des variations à partir desquelles on peut considérer qu'il y a un phénomène qui est inhabituel. Alors même s'il est répété, il est inhabituel. Et donc, vous voyez, là c'est la limite de ce qui est notable, vous voyez, c'est ce qu'ils appellent substantial increase, c'est-à-dire à partir de la ligne rouge, il se passe quelque chose qui n'est pas habituel. Et donc, la surmortalité, c'est la différence qu'il y a là, par exemple, vous voyez, entre les 86 000 morts et la base qui est ici, c'est 79 000 morts habituellement. Donc, quand on vous dit il y a 86 000 morts ici, en réalité, il y en a 7 000 de plus que attendu, que ce qui serait resté dans les clous. D'accord? Donc, si vous venez là maintenant, dans ce qui se passe depuis l'épidémie de Covid, vous voyez ici le pic de l'épidémie de début 2020, il y a eu 109 000 morts, mais on en attendait 76 000. Donc il y a eu 33 000 morts de plus. À ce pic-là. Sur ce pic-là, il y a eu 102 000 morts, on en attendait 79 000. Donc il y a eu un peu moins de 30 000 morts de plus. Voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, mais si vous regardez ici, il y a eu 92 000 morts alors qu'on en entendait 77, et donc il y avait 25 000 de plus. Donc c'est des phénomènes qui sont récurrents, qui sont, pendant ces épisodes épidémiques, il y a plus de morts. Mais on voit bien que en 2020, il s'est passé quelque chose, d'autant que cette augmentation-là, qui correspond à la distribution de virus assez européen, et pour nous, pour le Marseille 4, là, qui est venu de Vison, il y a eu une mortalité importante à la fin de l'année, qui est décalée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Alors ensuite, si on regarde, très bien, donc il y a eu plus de morts, mais pourquoi est-ce que ça n'affecte pas vraiment de manière significative l'espérance de vie? Eh bien, c'est parce que si vous regardez, alors ça c'est très bien fait, vous voyez, c'est toute l'Europe, ça, on regardera la France plus tard même. Vous voyez, ce qui affecte d'abord l'espérance de vie, bien sûr, c'est quand il y a ceux qui ont une espérance de vie qui est inférieure à l'espérance de vie générale, ceux-là, s'ils meurent, vous risquez de diminuer l'espérance de vie. C'est mécanique. Vous voyez, le nombre d'années perdues est très important. Si vous mourrez au-delà de l'espérance de vie banale, bien sûr, ça ne va pas changer l'espérance de vie, puisque vous mourrez au-delà de l'espérance de vie. Ça fait plus de morts, mais ça ne change pas l'espérance de vie de quelqu'un à la naissance. Vous voyez. Donc vous voyez que les 0-14 ans, il ne s'est rien passé, il n'y a rien au-dessus de la ligne rouge. Vous voyez, et puis c'est très peu de morts, encore une fois, vous voyez, on n'est pas là dans les 100 000 morts, il y a 300 morts. Bien sûr, c'est très malheureux, mais il n'y en a pas plus que d'habitude. Les 15-44 ans, il y a eu un peu plus là, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, c'est pas encore clair dans mon esprit. Et puis 45-64 ans, il y a un peu plus de morts, mais encore une fois, vous voyez là,
sur ce pic-là, il y a eu 10 000 morts sur 9 000 attendus. Ça fait que 1 000 morts en plus, ça. Hein. D'accord ? Alors qu'on a l'impression, parce que c'est standardisé, que ça fait beaucoup. Alors là, ça commence à faire un peu plus, c'est-à-dire que là, vous avez 14 800 morts alors que vous en attendiez 12 000. Et puis, alors là, on va rentrer dans des morts qui ne sont pas les mêmes. Vous voyez que les échelles de mortalité ne sont pas du tout les mêmes. Vous voyez, là, l'échelle de mortalité ici, ce qu'on attend, c'est un peu moins de 400 morts. Et puis ici, c'est 1600 morts. Et puis ici, c'est 9000 morts. Après, vous rentrez dans les 65, 74. Alors là, vous attendez 11 000 morts. Et puis dans les... Je m'en réjouis pas, hein, je fais partie de cette tranche-là. Donc je trouve pas bien qu'ils en meurent plus, mais c'est la vie, vous savez. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Et puis quand vous rentrez dans les 75, 84, eh bien vous voyez, là, vous attendez 20 000 morts. Et puis quand vous rentrez dans les plus de 85 ans, en dépit du fait que la population a commencé à baisser, vous attendez 30 000 morts, en moyenne, dans l'année. Et donc, vous voyez que quand vous regardez ici, la contribution des morts de plus de 65 ans est considérable. Vous voyez ici 48 000 morts à ce pic, alors qu'il en était attendu 31 000. Donc vous avez 17 000 morts de plus ici que ce que vous aviez attendu. Donc la surmortalité elle est ici et ici, c'est-à-dire que ici vous avez presque 45 000 morts observés, alors que vous en attendiez 34 000. Donc si vous regardez la partie de la surmortalité qu'on avait observée dans les pays d'Europe, vous voyez, ici, vous regardez à quoi elle est due, eh bien, pour 50%, elle est due aux plus de 85 ans. Et donc, comme l'espérance de vie moyenne en Europe, c'est pas 85 ans, ça ne peut pas changer l'espérance de vie. Et si vous regardez maintenant, en rajoutant les 75-14 ans, les 75-84 ans, eux, représentent 30% de la mortalité, c'est-à-dire que les plus de 75 ans représentent 80% de la surmortalité. Et les plus de 85 ans représentent 50% de la surmortalité. Voilà. Donc, si vous voulez diminuer le nombre de morts, c'est ce que j'essaie de dire depuis le début, il faut se concentrer sur les gens qui ont le plus de risques, c'est-à-dire les gens qui ont plus de 70 ans, même si il peut y avoir quelques morts plus jeunes, et que, bien entendu, il faut essayer de l'éviter. Mais, globalement, il faut se concentrer sur ces périodes, déjà 65, au-delà de 65, et puis surtout au-delà de 75, et puis au-delà de 85. Dans les mesures de prévention de la contamination, la vaccination, même si ces effets ne sont pas extraordinaire, en particulier avec le temps qui passe, là, c'est raisonnable, d'autant que, j'ai honte de dire ça, mais les effets à long terme non connus de la vaccination, après 85 ans, si vous voulez, c'est quand même pas le problème le plus important. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui vous explique ce que j'essaie de vous montrer sur des données qui ne sont pas les miennes, qui sont celles de l'INED, pourquoi, en réalité, l'espérance de vie en 2021 est redevenue ce qu'elle était en 2018 ou en 2017. 2019 ayant été une année un peu atypique parce qu'il y a eu moins de morts, et 2020 ayant été une année atypique parce qu'il y a eu ces deux pics dont la gestion a été ce qu'elle a été. Et donc vous voyez bien, si vous voulez regarder ce qui s'est passé et quels sont les pays qui ont eu une influence sur ce pic, sur cette surmortalité, eh bien vous voyez que les trois qui ont eu une influence, c'est du fait de leur taille et du fait de ce pic, c'est la France, c'est l'Espagne et c'est l'Angleterre. Et c'est Angleterre, et en particulier, c'est Londres. Parce que si vous regardez, alors je ne sais pas s'ils ont raison de vouloir avoir l'autonomie des autres, je ne veux pas avoir d'opinion géopolitique. Mais vous voyez l'Angleterre, et puis vous regardez l'Irlande, et puis vous regardez l'Écosse, et puis vous regardez le Pays de Galles, et vous voyez que c'est l'Angleterre qui n'a pas bien joué le coup. Donc ces grandes mégapoles, dans lesquelles il est vraisemblable qu'il y a moins de médecins de proximité, dans lesquelles la gestion est beaucoup plus une gestion virtuelle qu'une gestion réelle, sont celles qui ont eu
la mortalité la plus importante. C'est peut-être associé, l'Espagne, c'est peut-être associé au fait que, semble-t-il, il y a plus d'obèses en Espagne que ce qu'il y en a en France en particulier. Voilà, donc on a l'explication de ce qui se passe là, on a toutes les données, on n'a qu'à les regarder, et donc ça nous indique ce qu'il faut faire, c'est que ça ressemble beaucoup à une surexpression des autres infections respiratoires, en particulier la grippe et le virus respiratoire syncytial, avec des mortalités qui sont probablement comparables, des cibles qui sont probablement les mêmes, encore que ça tue plus les personnes très âgées, mais avec une fréquence incroyablement plus importante. Donc c'est vraiment une épidémie qui s'est installée, qui a touché un nombre de gens absolument considérable, beaucoup plus que les autres infections respiratoires, c'est indéniable, mais la mortalité, c'est la même cible, et elle est du même ordre. Ce n'est pas une mortalité fracassante, comme on l'imagine toujours au début des maladies, parce qu'au début des maladies, on ne fait que le diagnostic des formes très graves. Donc on a l'impression que la maladie est beaucoup plus grave. Mais en réalité, dès qu'on a eu les données sur les bateaux infectés, on a bien vu que la mortalité était de cet ordre, c'est-à-dire entre 0,1 et 0,2%. D'accord ? Donc c'était pas quelque chose qui était extraordinairement mortel. Ouais. Donc ça, c'est la raison, mais de toute manière, quoi qu'il arrive, de toute manière, on aura moins d'émotions parce que là, il y a d'autres préoccupations qui agitent les politiques et l'information, et que donc, comme c'est difficile d'avoir plus d'une chose à la fois, eh bien, l'attention sur le Covid va probablement un peu diminuer, mais moi, je vous rassure, c'est que des maladies infectieuses dont je vous parlerai. Vous avez parlé de l'essai Discovery, en nous disant que la taille de l'étude ne permettait pas de montrer que l'hydroxyne était efficace. Que voulez-vous dire ? Si vous voulez, pour pouvoir montrer que quelque chose est efficace, il y a deux choses qui sont très importantes à comprendre. La première, c'est est-ce que c'est différent ? Pour savoir si des choses sont différentes, vous n'avez pas besoin de tests statistiques. Vous regardez, ouais, et si vous regardez, si dans un groupe, il y a proportionnellement plus de morts que dans l'autre, c'est différent. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que cette différence que j'observe, vous avez bien vu dans ce que je vous ai montré, une fois il y a 30% de morts en moins, une fois la moitié de morts en moins dans les groupes qui sont traités par l'hydroxychloroquine, et dans les 4 études que je connaisse qui ont été faites en France, à chaque fois, il y a moins de morts dans le groupe traité par l'hydroxychloroquine. Donc c'est intéressant. Mais ensuite, les gens posent la question, attendez, est-ce que cette différence est réelle, ou est-ce qu'elle est due au hasard, parce que on n'a pas suffisamment de cas pour répondre à cette question. Et c'est une vraie question, c'est très bien comment on se met à l'abri du hasard. Théoriquement, quand on fait les choses correctement, en particulier quand on a des méthodologistes de renom qui disent qu'on ne sait pas ce que c'est que la méthode, on évalue, quand on fait une étude prospective, on évalue le nombre de cas dont on a besoin pour montrer l'effet que l'on veut voir. Si par exemple on veut diviser la mortalité par 2, et que la mortalité est de 5%, combien il nous faut de cas pour le montrer ? Si on veut diminuer la mortalité de 30%, et s'il y a mortalité dans le groupe observé de 15%, bien, combien il nous faut de cas pour montrer que dans un groupe, il y a 15 morts, et dans le groupe, il y a 10 morts, ou 15% et 10%, et que la différence soit significative. Après, la différence significative, c'est complexe. Théoriquement, la différence devrait être modulée en fonction de l'échantillon. C'est-à-dire que si vous en avez très peu, vous ne pouvez pas exiger le même risque, la même probabilité de se tromper que si vous en avez énormément. C'est un peu complexe, mais c'est ce qui fait qu'on arrive à vendre des médicaments qui ne modifient pas de choses visibles à l'œil nu, mais parce comme on a inclus 30 000 personnes, de voir des différences avec 15 000 personnes de chaque côté, on est sûr de gagner des différences sur quelque chose. Après, il suffit de savoir sur quoi on veut les faire. Donc ça, c'est de la manipulation. Je vais pas revenir dessus. Et donc,
le point sur lequel, parce que c'était la première fois qu'on publiait quelque chose sur l'hydroxychloroquine qui a suscité les débats les plus violents, c'est ce travail-là, sur le tout premier travail qu'on a fait, qui était un travail comparatif, ouvert, non randomisé, pour lequel on avait la chance d'avoir un groupe témoin extérieur, où on montrait simplement, si en combien de temps, il n'était pas question du tout d'évaluer la mortalité, ni quoi que ce soit, la mortalité est beaucoup trop basse pour qu'on puisse l'évaluer, y compris on avait inclus des gens qui n'étaient pas symptomatiques, mais on avait pris comme référence, pour voir si on pouvait avoir une différence significative, les travaux qui avaient été en Chine, qui étaient les seuls qui étaient faits, qui disaient que la durée du portage était très importante, supérieure à 12 jours ou 14 jours. Donc on s'est dit, écoutez, on va surveiller. La seule chose qu'on puisse surveiller au départ pour mesurer l'efficacité, c'est est-ce qu'il y a encore du virus. Et nous, qui faisons des maladies infectieuses, la microbiologie, on pense que si on tue le microbe, ça va mieux. Ce qui, pour cette maladie, n'est pas entièrement vrai, parce qu'il y a parfois des réactions inflammatoires qui continuent, pour celle-là comme pour d'autres, qui continuent la maladie alors que le microbe a disparu. Et donc, c'est tout ce qu'on a regardé. Donc, ce qu'on a regardé, c'est effectivement, on a vu que quand on mettait l'hydroxychloroquine, vous voyez, au 3e jour, il y avait une différence. On n'avait plus que 55% ici de porteurs, alors qu'on en avait toujours 100% ici, et puis que ça diminuait et que l'effet était encore plus spectaculaire si on a rajouté l'azithromycine. Donc la question c'est, est-ce que à J3, vous voyez, au 3e jour, là, on voit une différence entre les deux groupes, et comme nous, effectivement, on a poursuivi les choses, on a montré, un test statistique banal pour montrer qu'il y avait une différence et qu'elle était significative. Mais dans ce travail dont je vous parlais, qui est le travail de Discovery, là, le travail français, vous savez, en pratique, vous avez, si vous regardez ça, vous regardez à 3 jours, vous voyez, vous avez la même chose, c'est-à-dire que le seul qui fasse diminuer la charge virale, c'est l'hydroxychloroquine, vous voyez. Quand vous avez des odds ratios comme ça, vous voyez, c'est en dessous. Le seul qui soit en dessous, c'est l'hydroxychloroquine, tous les autres sont au-dessus. Mais le groupe est tellement faible, il y a tellement peu de gens qui ont été testés, si vous voulez, que vous n'arrivez pas à avoir une différence significative. Mais vous n'avez pas le droit de dire... La différence, c'est un truc que tout le monde voit. La différence significative, c'est une interprétation qui est faite par les statisticiens. Ça n'a rien à voir avec la réalité qui est c'est différent ou c'est pas différent. Ce qui est différent, c'est le nombre de cas, le pourcentage de cas positifs dans un groupe et dans l'autre. D'accord, c'est ça qui est différent. C'est pas la différence significative. Et la différence significative, les gens qui vous parlent de statistiques à ce niveau-là, ce sont des gens qui savent bien que c'est pas si simple que ça, et qu'en réalité, bien entendu, considérer que ou interpréter qu'une différence significative est dépendant de l'échantillon, bien sûr. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que aucune des 4 études françaises n'avait l'échantillon suffisant pour montrer une différence, si elle existait, et que dans les 4 études, on a trouvé, ce qu'on publiera bientôt, qu'il y avait, à chaque fois, les choses étaient en faveur de l'hydroxychloroquine, et que pour savoir si ça marche, c'est très simple, il faut faire, parce que c'est des problèmes qui se posent de manière récurrente, une méta-analyse, mais sans tricher. Méta-analyse, on prend un critère qui n'est pas contestable, la mort, on ne prend pas d'autres critères, parce que sinon on commence à introduire les biais qui vous intéressent pour moduler les résultats. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils ne sont pas morts? Est-ce qu'ils ont pris de l'hydroxychloroquine? Est-ce qu'ils ne l'ont pas pris? Est-ce qu'ils ont pris de l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine? Il y avait un très beau travail fait par nos collègues parisiens, un très grand méthodologiste qui a refusé de faire l'analyse de la différence énorme qu'on voyait entre hydroxychloroquine, azithromycine et rien. On regardera, on verra bien qu'il y a une différence pour l'hydroxychloroquine. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde utilise. Simplement, si vous décidez des règles, j'ai fait un tour de carte une fois pour ça, si vous décidez vous-même des règles, de ce que vous retenez pas, ou comme là-dedans, où était 7 degrés différents, il va plus ou moins bien, il a une intubation, il n'y a pas qui sont des variables, en réalité, qui sont dépendantes du médecin qui prend en charge. Et donc, vous créez de la confusion pour enlever la seule chose qui soit certainement factuelle, sans interprétation et sans biais, qui est, ils sont morts, ils ne sont pas morts. Non. À 28 jours, par exemple. Donc, c'est très intéressant, quand on regarde ça, c'est de voir... et je pense que d'ailleurs, les gens qui ne disent pas ça, qui ne concluent pas ça, en réalité, leurs papiers ne sont pas publiés dans un certain nombre de journaux. On les publie ailleurs, ne vous inquiétez pas.
ils ne sont pas publiés dans un certain nombre de journaux parce que la conclusion n'est pas acceptable. Et donc, c'est pas les données, quelles qu'elles soient, et donc si la conclusion n'est pas en accord avec la théorie générale, qui est née de ce papier dans le Lancet Gate, dont tout le monde sait qu'il est basé sur des données qui n'existent pas. Hein. C'est incroyable qu'on ne mette pas ces gens en prison, c'est incroyable. Hein. Et qui a fait arrêter, si vous voulez, et puis entrer dans l'esprit des gens que c'était toxique. Je vais vous montrer la dernière fois, il n'y a pas une étude qui rapporte la toxicité des hydroxychloroquine par rapport au contrôle ou par rapport aux antiviraux. Les antiviraux ont tous une cardiotoxicité, maintenant, c'est démontré. Mais ils ont tous eu une autorisation de mise sur le marché, en dépit du fait qu'ils avaient tous une toxicité cardiaque qui pouvait la plupart du temps ne pas être connue parce que ces médicaments n'avaient pas été testés, ce qui n'est pas le cas de l'hydroxychloroquine qui a été donné à des milliards de fois. Donc c'est très intéressant, cette histoire. Ne croyez pas qu'elle soit finie, parce que, vous savez, les gens disent ça, le mensonge prend les ascenseurs et la vérité prend l'escalier. Mais l'escalier ne tombe pas en panne et on finit par arriver en haut quand même. Allez, au revoir.